Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salutations. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée. Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la première loi du foot, le terrain. Commençons tout de suite par aborder la question de la surface de jeu. Celle-ci doit comporter une surface entièrement naturelle, entièrement artificielle ou hybride, un mélange des deux quoi. Dans tous les cas, toutes ces surfaces doivent être de couleur verte et doivent satisfaire à un programme qualité de la FIFA, sauf en cas de dérogation par l'IFAB. Pour rappel, IFAB veut dire International Football Association Board, c'est cet organisme qui régit l'intégralité du règlement du foot tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui le met à jour tous les ans. Maintenant qu'on a le terrain, il nous faut désormais tracer des lignes. Comme vous vous en doutez, on ne peut pas tracer des lignes en zigzag ou des lignes qui font 12 mètres d'épaisseur, ça n'aurait aucun sens. Sachant cela, le terrain doit être rectangulaire, qui peut avoir une petite particularité, mais nous y reviendrons, et délimité par des lignes continues et non dangereuses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer des lignes avec du verre pilé ou de l'amiante, c'est logique. Ces lignes peuvent être tracées avec un matériau non dangereux comme de la chaux ou de la peinture par exemple. Et surtout, elles font partie intégrante des surfaces qu'elles couvrent. Ça veut dire que si le ballon est en contact d'un petit millimètre avec la ligne de touche ou la ligne de but, il est encore considéré comme étant dans le terrain et donc toujours en jeu. Seules les lignes énoncées dans la loi 1 doivent être marquées sur le terrain. Il peut aussi arriver que d'autres lignes soient tracées comme les lignes de foot à 7 par exemple, mais elles doivent être d'une couleur différente et clairement différenciable des autres lignes. Par exemple, les lignes bleues que l'on voit souvent sur un terrain. Les deux lignes de délimitation les plus longues sont les lignes de touche. Les deux plus courtes sont les lignes de but. Le terrain est divisé en deux moitiés par la ligne médiane qui joint le milieu des lignes de touche. Le point central est marqué au milieu de la ligne médiane et autour de ce point est tracé un cercle de 9,15 m de rayon. Pourquoi ? Parce que les adversaires du botteur doit se trouver à 9,15 m au minimum du ballon au moment du coup d'envoi. Il est possible de tracer une marque 9,15 m de la surface de coin à l'extérieur du terrain, perpendiculairement à la ligne de but et à la ligne de touche. Cette marque a pour utilité d'indiquer facilement aux joueurs adverses la distance à laquelle ils doivent se situer sur corner. Toutes ces lignes doivent avoir la même largeur et ne pas dépasser 12 cm. Et enfin, la ligne de but doit avoir la même largeur que les poteaux et la barre transversale. Je vais m'attarder un peu sur ce point car, grâce à cette dernière phrase, je ne comprends pas l'intérêt de la goal line technologie. Puisque les lignes et les montants du but doivent avoir la même largeur, pourquoi ne pas mettre une caméra de chaque côté et une caméra au-dessus du but ? Ce serait assez efficace je pense, sauf si un tas de joueurs se situe sur le ballon, mais pour couvrir 3 angles de caméra, faut quand même y aller, et surtout ça coûterait moins cher et, de fait, serait plus accessible à travers le monde. Enfin après, ce n'est que mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Pour en revenir aux lignes, les mesures doivent être effectuées à partir de l'extérieur des lignes, puisqu'elles font partie intégrante de la zone qu'elles délimitent. Et, enfin, la distance entre le point de pénalty et le but est mesurée entre le centre du 10 points et la limite extérieure, encore une fois, de la ligne de but. Si un joueur trace des marques non autorisées sur le terrain, il sera averti pour comportement antisportif au premier arrêt de jeu. Bien. Maintenant que nous savons comment tracer les lignes, quelle longueur doivent-elles faire ? La ligne de touche doit mesurer entre 90 et 120 mètres, alors que la ligne de but doit faire entre 45 et 90 mètres. Si vous avez un esprit vif, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une particularité à ces dimensions. En effet, si la ligne de touche est la plus petite possible, à savoir 90 mètres, et que dans le même temps la ligne de but est étendue à son maximum, à savoir 90 mètres, nous avons donc un terrain parfaitement carré et légal. Cependant, cette particularité n'est pas possible au niveau international, car les lignes de touche doivent être comprises entre 100 et 110 mètres, alors que les lignes de but doivent être entre 64 et 75 mètres. Dommage. Bon, on est content, on a les limites du terrain, mais il manque quand même quelques trucs, non ? Il y a d'abord les surfaces de but. Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à une distance de 5,50 m de l'intérieur de chaque poteau de but. Ces deux lignes avancent sur le terrain sur 5,50 m et sont réunies en leur extrémité par une ligne tracée parallèlement à la ligne de but. Vous avez maintenant ce qui est appelé populairement les 6 mètres. Ensuite, deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 16,50 m de l'intérieur de
chaque poteau de but. Ces deux lignes avancent sur le terrain sur 16,50 mètres et sont réunies par une ligne tracée parallèlement à la ligne de but. Félicitations, vous venez d'achever la surface de réparation. À l'intérieur de chacune d'entre elles est marqué le point de pénalty à 11 mètres du milieu de la ligne de but et à équidistance de chacun des poteaux. Et pour finir, à l'extérieur de chaque surface de réparation est tracé un arc de cercle de 9,15 mètres de rayon et ayant pour centre le point de réparation. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que les surfaces de but et de réparation sont toutes les deux des demi-carrés. Ces deux surfaces étant maintenant terminées, on va finir le traçage du terrain avec les surfaces de coin. Elles correspondent à un quart de cercle d'1 mètre de rayon à partir du poteau de corner, lui-même situé à chaque point du terrain avec une hampe non pointue s'élevant à au moins 1,50 mètre du sol. Des drapeaux similaires peuvent être plantés à chaque extrémité de la ligne médiane, à au moins 1 mètre de la ligne de touche, à l'extérieur du terrain. C'est rare d'en voir de nos jours, mais ça reste bon à savoir. Passons maintenant à la surface technique, qui est la dernière surface à tracer dans l'aire de jeu. Celle-ci ne concerne que les matchs qui se disputent dans les stades qui ont des bancs de touche. Ce n'est pas très commun, mais ça existe sûrement dans certaines contrées très lointaines, donc il faut quand même le préciser. Cette surface doit respecter ces critères. Elle ne doit s'étendre sur les côtés qu'à 1 mètre des bancs de touche et jusqu'à 1 mètre de la ligne de touche. Le marquage de la surface technique doit être différent du terrain pour éviter de les confondre. Généralement, les surfaces techniques sont faites en pointillés. Le nombre de personnes autorisées à prendre place dans cette surface est défini en fonction du règlement de la compétition. Les personnes prenant place dans la surface technique doivent être identifiées avant le coup d'envoi de la rencontre, doivent adopter un comportement responsable, ne peuvent pas sortir de la surface technique sauf si le médecin est autorisé à intervenir par l'arbitre pour soigner un joueur blessé ou si les remplaçants partent s'échauffer. Une seule personne à la fois est autorisée à donner des instructions tactiques depuis la surface technique. À noter sur ce dernier point, on a tendance à tolérer si l'entraîneur adjoint donne des instructions en même temps que l'entraîneur, tant que son comportement ne pose pas de problème ou qu'il ne cherche pas de conflit. Voilà, on a désormais un terrain entièrement tracé, mais il reste encore le plus important à régler. Vous l'aurez sûrement compris, je parle évidemment des buts. Ceux-ci sont placés au centre de chaque ligne de but. Ils sont constitués de deux poteaux verticaux s'élevant à égale distance des drapeaux de coin et reliés en leur sommet par une barre transversale. Ces poteaux et barres doivent être en matière agréée et ne doivent présenter absolument aucun danger. Les montants des deux buts doivent avoir des formes identiques et peuvent être carrés, rectangulaires, circulaires, elliptiques ou un hybride de ces options. La distance séparant l'intérieur des deux poteaux est de 7,32 m et le bord inférieur de la barre transversale se situe à 2,44 m du sol. Ces mesures sont uniques, c'est-à-dire que les buts que vous voyez à la télé sont pareils que les buts que vous pouvez voir en 5e division de district le dimanche après-midi à Tartampion-les-Mines avec Dédé qui essaie de défendre le but tant bien que mal. Aussi, la position des poteaux par rapport à la ligne de but doit ressembler à ça. Les poteaux et la barre transversale doivent être de couleur blanche et avoir la même largeur et la même épaisseur, lesquelles ne doivent pas excéder 12 cm comme les lignes. Si la barre transversale est déplacée ou se rompt, le jeu doit immédiatement être interrompu jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou remplacée. Si la réparation ne peut avoir lieu, le match est alors définitivement interrompu pour des raisons évidentes de sécurité. Notez bien qu'une corde ou un matériau souple ne peut pas remplacer la barre transversale. Imaginez sinon le bordel que ce serait si jamais le ballon venait taper contre la corde. Des filets peuvent être attachés au sol et au but derrière ceux-ci et doivent être installés de sorte à ne pas gêner le gardien. Enfin, les buts, y compris les buts amovibles, doivent être fermement fixés au sol pour éviter notamment que le but ne vienne tomber sur les joueurs. Ça y est, on est enfin prêt à jouer. Mais comme vous le savez, certaines équipes ont des sponsors, et la publicité est elle aussi réglementée pour éviter qu'on ait une bouillie de pub sur nos belles pelouses le dimanche. Tout type de pub commerciale est prohibé sur le terrain, dans les buts, sur les filets, mais aussi sur les montants des buts, les poteaux de corner et les drapeaux de coin, et ce, dès le moment où les équipes entrent sur le terrain et jusqu'à ce qu'elles quittent la pelouse à la mi-temps et ensuite dès leur retour sur le terrain et jusqu'à la fin du match. Les publicités sont autorisées au sol à une distance d'au moins 1 mètre des limites du terrain le reste du temps. À noter qu'aucun type d'équipement, micro, caméra et autres,
ne peuvent être attachés aux différents équipements que j'ai énumérés. Les interdictions de publicité valent également pour les logos et emblèmes, logos de club, de compétition, de fédération, etc., etc. La loi 1 régit également tout ce qui concerne la Goal Line Technology, ou GLT, et tout ce qui a trait à l'assistance vidéo, mais je ne vais pas en parler ici. Je préfère consacrer une vidéo entière sur le sujet, n'utilisant pas ces technologies à mon niveau, et il faut que je me renseigne un minimum. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la loi 1 concernant le terrain. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous remets les liens utiles dans la description. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live ou prochainement pour la loi 2 qui parlera de la réglementation autour du ballon. À très bientôt. Ciao.